L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsey, vous présente Si on parlait. Avec Gilles Trignard Résidence, vous êtes confortablement installé pour regarder Si on parlait. Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Si on parlait, un plateau un petit peu particulier puisqu'on a quitté nos studios de Télé Grenoble pour s'installer un peu plus loin, toujours dans la capitale des Alpes, à Alpexpo, où se déroule le Mountain Planet. On est donc parti prendre l'air de la montagne à l'occasion de ce salon, dont c'est la 25e édition, un salon qui réunit tous les 2 ans à Grenoble les acteurs de l'aménagement en montagne. On vient du monde entier pour présenter son savoir-faire. Un rendez-vous important pour nos massifs et Télé Grenoble a donc profité de l'événement pour déplacer son studio ici à Alpexpo. Et on va évidemment parler montagne, la montagne de demain, la montagne qui évolue et il faut s'adapter à ces changements. À mes côtés, Émilie Garcin. Bonjour Émilie. Bonjour. Bienvenue. Émilie qui est graveuse de souvenirs. On va la présenter comme ça. Alors voilà, elle nous a fait le logo du Mountain Planet et on ira tout à l'heure un peu plus dans le détail de ce que peut proposer Émilie. Je l'enlève parce qu'en fait, il cache la caméra. On a également Yann Lamaison qui vient d'arriver, qui va s'installer juste à côté. Voilà, Émilie va simplement lui faire un tout petit peu de place, décale un tout petit peu le... Voilà. Yann qui est le chargé de com de l'association Mountain Riders, qui est une association qui œuvre depuis une vingtaine d'années, notamment sur les stations pour les rendre le plus propre possible. On verra ça tout à l'heure avec lui. En face, Olivier Couder. Bonjour Olivier. Bonjour Thibaut. Organisateur de la Sky Race des Mathésins, qui est le premier temps fort, on peut dire, en Isère de la saison de trail qui aura lieu dans quelques jours et qui va ouvrir la Coupe du Monde de skyrunning. Donc c'est pas rien. On en parlera évidemment de cet événement qu'on pourra en plus suivre en direct et en intégralité sur l'antenne de Télé Grenoble. Et puis dernier invité de cette émission, Carlo Carmagnola. Bonjour Carlo Carmagnola. C'est encore mieux, ouais. Ah ouais, c'est encore mieux, si je le dis avec l'accent italien. Merci. Ingénieur météo qui développe un système de prévision sur l'évolution du manteau neigeux dans les montagnes dans les années à venir. Y aura-t-il encore de la neige pour skier dans 10 ou 20 ans? J'imagine que tous les exposants du Mountain Planet se posent cette question et Carlo est peut-être le seul à avoir la réponse. Alors, je ne suis pas le seul et ce n'est pas une réponse directe qu'on peut donner. Hein. C'est plutôt ça dépend. Donc il faut savoir où, à quelle altitude, dans quel massif, en fonction de quelle exposition. Est-ce que la piste est équipée en neige de culture? Est-ce qu'elle est damée? Alors si tu me donnes tous ces éléments, je peux te dire en moyenne combien de jours de ski on pourra faire dans 30 ans. Ouais. Alors ça fait plusieurs années que vous développez un modèle qui s'appelle ClimSnow, qui justement a vocation de modéliser, suivant tous ces paramètres, l'avenir des stations et de leur exploitation pour le ski alpin. Tout à fait. Les études scientifiques ont commencé à peu près en 2012. C'était une collaboration entre Mete France, où je travaille, et INRAE, un autre laboratoire de recherche. Et les choses ont évolué sous les aspects scientifiques, mais ça nous manquait le lien, le contact direct avec les stations, le terrain. Et donc on s'est associé avec un bureau d'études en 2018 qui s'appelle Dianeige. Et donc avec ces 3 entités, on a réussi à créer un outil qui s'appelle justement ClimSnow et qui permet de faire ce type de prévision, ou plutôt des projections, parce qu'on parle du coup d'un horizon qui va à 20-30 ans de maintenant. Et l'idée étant d'aider les stations à mieux se projeter et à mieux choisir les types d'équipements qu'il faudrait faire pour être en phase avec les effets du changement climatique. Exemple typique, on veut faire un nouveau télésiège quelque part, est-ce qu'il y aura assez de neige dans 20 ans pour l'exploiter jusqu'en bas? On veut faire une extension du réseau neige, est-ce qu'on aura le froid pour que ces neiges de culture puissent être produites par la suite? Et donc tout ça, c'est des choses qu'on traite, qu'on analyse. Et si je peux souligner un point qui pour nous est très important, c'est que ça reste encore en France assez unique d'avoir des collaborations publiques-privées de ce type-là. Et donc nous, on est très contents d'avoir du coup le côté scientifique, les modèles les plus récents, la recherche et les méthodologies qui viennent directement de ce type de milieu, appliquées directement à un milieu qui nous fait ressortir ses besoins
Et donc les outils, Climsnow en particulier, sont développés vraiment au croisement entre ces deux mondes un peu séparés apparemment, mais qui trouvent en fait des côtés intéressants indépendamment de leur approche. Alors vous développez ça ici dans l'agglomération grenobloise, notamment à Saint-Martin-d'Air où se trouvent les bureaux de Météo France et du Centre d'études de la neige. Ça s'adapte à toutes les stations, toutes celles qui sont demandeuses en tout cas. Un petit exemple concret pour voir comment ça peut impacter le développement d'un territoire avec la station de Métabier dans le Jura. On va voir les différentes simulations que vous avez faites en images en fonction des scénarios, j'imagine, de réchauffement climatique. Oui, ça c'est un cas assez emblématique qui a beaucoup fait discuter sur les réseaux sociaux et ailleurs. C'est l'une des premières stations qu'on a étudiées il y a à peu près 2 ans. Et là, désormais, on en a 110 de stations étudiées. Donc, on a un panel assez large de stations qui se rapprochent de Métabier, mais qui ont aussi pris des chemins assez différents. Dans le cas de Métabier, le constat, c'était une raréfaction de la neige assez importante dans les prochaines décennies. On parle d'une station qui a 1400 mètres d'altitude. Donc, on a déjà aujourd'hui parfois des problèmes d'exploitation sur la durée de la saison. Et donc l'idée c'était de garder bien sûr les activités neige, mais la station a choisi, en collaboration avec la vallée, les communes, etc., de devenir indépendante économiquement du ski dans les 20 à 30 ans qui viennent. Et donc le ski va rester, mais il n'y aura pas de gros investissements sur ce type d'activité. On va investir plutôt sur la transition vers d'autres activités, 4 saisons, etc. Et le ski restera tant que possible, mais ne sera pas prioritaire. Ouais. Ils vont laisser faire la nature, on va dire, sans forcer le destin. Tout à fait. Par contre, ça, c'est un cas un peu spécifique. On en parle parce qu'il a fait parler. Mais on a des cas beaucoup plus classiques, on va dire. Très récemment, il y a un mois, les grosses stations de l'Isère, Alpes d'Huez, deux Alpes, ont eu l'étude. Et là, par contre, les études ont montré que les projets qu'ils ont d'aménagement un peu lourd, on va dire, d'extension de neige de culture, etc., sont viables du point de vue climatique, vu les altitudes où on va les faire. Et donc, dans ce cas-là, Climsnow ne va pas dans le sens d'une transition, mais il est utilisé pour justifier plutôt de l'aménagement dur. Et tout l'intérêt, c'est de voir le cas par cas. On ne peut pas généraliser et il faut étudier. Et après, les directions qu'on prend peut être très différentes les unes des autres. Alors c'est vrai que les premières montagnes à souffrir et à être concernées par ce réchauffement climatique, c'est les stations de moyenne montagne. On a plusieurs exemples concrets ici en Isère. Il y a Saint-Pierre-de-Chartreuse, par exemple, qui commence à désamorcer ses remontées mécaniques sur une partie de son domaine skiable. Même quand il y a de la neige, ce sont des images de cet hiver. Il y avait de la neige, mais la station avait choisi d'arrêter les frais et de ne plus faire tourner ses télécabines et ses télésièges. Où là, c'est le col de l'Arzelier. Au pied du Vercors qui est à l'arrêt depuis maintenant de nombreuses années. Pareil, pour les mêmes raisons, il y avait un télésiège obsolète et l'investissement économique ne valait pas le coup vu l'incertitude d'enneigement. Tout à fait. On a la chance en Isère d'avoir le département qui est très attentif à ce type de problématique. Donc, la première étude Climsnow au niveau d'un ensemble de stations a été faite justement en 2017-2018 sur demande d'Isère Attractivité. On a fait une mise à jour en juillet 2021 de cette étude. Et donc, les stations de l'Isère sont celles qui bénéficient des études les plus complètes, les plus abouties par rapport à ce qu'on a pu faire ailleurs à présent. On a eu 3 études sur certaines stations, comme les stations de la SATA, Alpes d'Huez, de Alpes, la Grave. Et donc, en effet, là, on a constaté une très grosse variabilité. En ce moment, on travaille par exemple encore sur demande du département, sur la différenciation entre massifs. Donc entre Chartreuse, Oisan, etc., il y a des différences assez marquées. Et donc le département souhaite avoir une vision, pas à l'échelle de la station, mais plutôt à l'échelle du massif, pour voir si on peut dégager des tendances au niveau de la variabilité spatiale, de l'enneigement et de sa projection climatique. Alors à côté de vous, vous avez Olivier Coudert qui organise la SkyRace des Mathésins, mais que aussi un élu de la Mure, qui a un territoire concerné par la raréfaction de l'enneigement avec la moyenne montagne. Il y a un exemple d'ailleurs assez symbolique qui est la station de Saint-Honoré au-dessus de la Mure. On voit là les vestiges de cette station. Il y avait eu un gros investissement il y a une vingtaine d'années avec des télésièges qui permettaient de rejoindre la station de l'Alpe du Grand Serre. Et puis, ce n'était pas forcément le meilleur versant pour garder la neige. Les télésièges ont été démontés et puis il reste ces vestiges, j'imagine, qui sont gênants, Olivier, pour un élu du territoire, d'avoir comme ça des ruines d'une station. Oui, bien sûr, c'est des ruines qui sont assez gênantes parce que tout le monde ne comprend pas qu'il puisse y avoir des immeubles qui soient restés dans cet état d'avancement, que rien n'a été fait derrière. Aujourd'hui, la problématique, c'est plus au niveau de la station de l'Alpe du Grand Serre, donc sur l'autre versant, à la Morte. Et là, on a vraiment cette problématique
et les élus municipaux et communautaires, pour eux, c'est un gros casse-tête. Parce que voilà, d'un côté, il va y avoir les prévisions scientifiques qui sont quand même objectives. Et en parallèle, il y a toujours un peu d'affect parce que les gens qui vivent sur le territoire, ils ont tous appris à faire du ski là-bas. Donc à un moment donné, ça serait un crève-cœur pour eux qu'une station s'arrête. Donc voilà, il y a des réalités et des fois, il y a des choses qui sont un peu plus subjectives. Moins rationnelles dans les moins choix. rationnelles. Et puis après, voilà, il peut y avoir différentes solutions entre remonter un front de neige, démanteler une station pour proposer quelque chose de complètement différent. Donc c'est une vraie réalité et c'est d'actualité surtout. Ouais. Une des pistes explorées pour l'Alpe du Grand Sahara, le front de neige est aujourd'hui à 1350 mètres à peu près, c'est de le remonter vers 1700 ou 1800 mètres un peu plus haut en altitude. Ouais, c'est ça. Ouais, ça fait partie des solutions envisagées. Ouais. Carlo, ça fait partie des préconisations que vous pouvez donner, vous, aux stations qui vous consultent, quand vos modèles indiquent qu'à 1350 mètres, dans 15 ans ou dans 20 ans, c'est sûr, il n'y aura plus de neige? Alors, je dirais oui et non, dans le sens où nous, on souhaite que ClimSnow reste un outil neutre scientifique. Donc, on ne va pas vraiment directement à l'état de préconisation. On fait un constat sur l'enneigement. On va dire, OK, à 1350 mètres, d'après les modèles, en fonction du scénario, vous allez avoir, disons, 32 jours de ski en moyenne possible dans 30 ans. Et là, ClimSnow s'arrête. Ensuite, bien sûr, on peut sortir un peu du cadre scientifique de ClimSnow. Et du coup, via Dianeige, ce bureau d'études, du coup, on peut faire des préconisations, des aménagements, conseiller, des master plans. Et de vous dire, du coup, vu le manque de neige qu'on va avoir, on vous conseille de monter plus haut, de mettre différents types de téléportés, etc., etc. Donc on est bien séparé le côté un peu neutre scientifique de l'étude telle qu'elle est aujourd'hui, de tout ce qu'on peut faire avec, qui est super important, ça fait partie quand même de la réflexion, mais qui est un corollaire en fait, c'est des satellites d'information très importants, mais qui ne font pas partie de l'étude en elle-même. Alors ici au Mountain Planet, il y a beaucoup d'exposants dans le domaine de la neige de culture, des canons à neige, même si ce n'est pas le terme qu'ils aiment entendre. Est-ce que cette neige de culture ou alors l'amélioration par exemple du damage, il y a beaucoup de fabricants de dameuses ici également présents à Grenoble, est-ce que ça peut permettre de sauver les stations ou de reculer l'échéance ? Justement, ça fait reculer. Il y a des cas où ça va juste décaler le problème, peut-être de 10 ans. Il y a des cas où ça peut permettre plus à long terme de faire face aux effets du changement climatique. Donc nous, en particulier, dans les dernières années, on a amélioré nos modèles pour permettre de prendre en compte en projection climatique les effets du damage, notamment avec le tassement mécanique des couches, donc la densification du manteau neigeux, et aussi le brassage des couches avec la fraise. Donc tout ça est modélisé pour voir quels sont ses effets à long terme. Et la neige de culture, bien sûr, aussi avec ses propriétés spécifiques de granulométrie, de densité, de quantité d'eau, tout ça. Donc tout ça est modélisé. Donc on est capable de se dire comment on piste, de répondre à la question comment cette piste va évoluer, où est-ce qu'on va se retrouver dans 30 ans si on fait confiance juste aux chutes de neige naturelles. Qu'est-ce qui se passe si en plus de ça on les dame régulièrement, une fréquence par exemple d'une fois par jour, et si en plus on rajoute de la neige de culture, là aussi en fonction des technologies et des modèles, et donc de ce qu'on peut faire avec. Et donc le modèle ClimSnow est vraiment capable de faire différentes photos de la station en fonction de ce qu'on choisit de faire. Et en comparant, on voit un peu ce qui se passe. Il y a des cas par exemple où en mettant la neige de culture ou en mettant pas la neige de culture, on ne voit pas beaucoup de différence. Et donc ça, c'est un indicateur, c'est un signe du fait que le froid ne sera pas là. Et donc si on met la neige, on peut, mais on ne pourra pas l'exploiter vraiment comme il faut, le réseau. Et donc peut-être qu'il faudra faire des choix différents. La neige de culture, c'est effectivement pas une assurance touriste, parce qu'il faut qu'il fasse froid. Sauf qu'ici à Grenoble, il fait à peu près 20 degrés, voire un petit peu plus, et qu'on fabrique quand même de la neige de culture. Regardez, ça c'était lors du précédent Mountain Planet. On est capable, la technologie permet de fabriquer de la neige. Alors ça, c'est un gadget ou ça peut vraiment être un développement pour les stations de fabriquer de la neige par température positive? Alors ça, du coup, c'est un outil un peu particulier, à ne pas confondre avec les systèmes classiques type perche ou ventilateur qu'on a l'habitude de voir en station. Il s'agit des systèmes qu'on appelle Snow Factory, ou anciennement on les appelait ICS, les systèmes Ice Crushing Systems. Donc c'est des systèmes qui fonctionnent, donc techniquement on connaît la technologie. Il y a bien sûr des consommations énergétiques, mais surtout c'est les volumes qui sont produits ne permettent pas de compenser ou d'être équivalents à ce que les systèmes classiques sont capables de faire. Donc c'est des systèmes qui peuvent marcher, par exemple pour des événements. Si on veut faire un jour de ski en août à Lyon, on peut. On fait une toute petite piste, on la prépare, la neige aura fondu le soir, c'est pas grave. On l'a eu le temps nécessaire pour l'animation ou l'événement.
De la même façon, dans une piste de ski, on peut imaginer de couvrir une petite zone de quelques hectares sur un point stratégique difficile à couvrir différemment. Donc à l'état actuel, c'est des systèmes qui ne sont pas capables de remplacer les systèmes existants, c'est juste des compléments. Tout comme ce qu'on peut faire en ce qu'on appelle le snow farming, donc la conservation de la neige de l'été avec des bâches ou sur des glaciers. C'est des systèmes qui techniquement marchent, on connaît la technologie, c'est testé, etc. Par contre, les surfaces et les volumes de neige qu'on peut conserver sont vraiment très petits, donc c'est du ciblé, c'est du spécifique. Ouais, ça ne pourra pas alimenter les domaines skiables, notamment en France, avec des milliers de kilomètres de pistes. Là, on parle à 20, 30 ans. Les scientifiques annoncent un réchauffement climatique sur ces périodes plus rapide que ce qu'on imagine aujourd'hui. Est-ce que vos modèles vont au-delà et est-ce qu'au 22e siècle, on pourra encore skier quelle que soit la station choisie? Alors, nos modèles vont très loin, vont bien au-delà de la fin de ce siècle. Par contre, deux choses. La première chose, c'est que c'est les stations même qui ne demandent pas d'aller au-delà dans les résultats qu'elles demandent. Elles ont peur de la réponse peut-être? Non, pas vraiment. C'est que ça ne les concerne pas tout de suite. C'est-à-dire que les gros investissements d'aujourd'hui ont un amortissement sous les 20 à 30 ans. Donc ce qui intéresse, c'est de savoir si la station sera viable, le temps d'amortir les gros investissements. Au-delà, c'est intéressant pour se projeter, mais ça n'a pas d'impact sur leur vie de tous les jours concrètement. Et c'est pour ça qu'ils ne demandent pas d'aller au-delà de 2050. Nous, dans Climsnow, on arrive quand même à 2100. Donc on a des projections jusqu'à la fin du siècle. Par contre, là, on devient très dépendant des scénarios d'émissions de gaz à effet de serre. Donc il y a des scénarios qui sont élaborés par la communauté scientifique internationale, le GIEC notamment. Et donc si on va vers des tendances, disons, plus optimistes, pour les spécialistes, c'est le scénario RCP 2.6 qui nous dit qu'à partir de 2050, on va atteindre la neutralité carbone. Donc dans ce cas-là, on aura à peu près 1,2 degré d'augmentation de température par rapport à aujourd'hui. Ça, c'est le cas optimiste. Le cas pessimiste, il nous dit qu'on prendra au-delà de 4, bien au-delà de 4 degrés par rapport à aujourd'hui. Et ça, c'est des moyennes mondiales, planétaires. On sait qu'en zone continentale, et en particulier dans les Alpes françaises, parce qu'on est en zone continentale, on peut quasiment multiplier par 2 ces valeurs, parce qu'il n'y a pas l'effet d'inertie océanique à proximité. Pour des raisons physiques, du coup, il y a ces différences. Et donc, c'est vrai qu'indépendamment du scénario, on évolue vers une augmentation de température et par conséquent, une baisse dans l'enneigement naturel. Le ski va rentrer dans les livres d'histoire au 22e siècle. Allez, vous pouvez nous faire une petite prédiction, on ne sera plus là de toute façon. Alors, je ne peux pas trop m'avancer, ça dépendra où. Si on prend le scénario pessimiste, disons, il n'y a aucune politique de contrôle des émissions de gaz à effet de serre, ça c'est catastrophique, on espère qu'on ne va pas là-dedans, mais si c'était le cas, à la fin du siècle, on n'aura aucune station dans les Pyrénées viable et on aura 5 stations en France qui seront skiables. Dans les Alpes du Nord, très haut en altitude. Si par contre on va sur un scénario médian, donc à peu près celui d'aujourd'hui, qui fera une baisse à partir de 2050 dans les émissions, dans ce cas-là, on aura une station dégradée par rapport à aujourd'hui, mais toutes les stations de moyenne haute montagne vont continuer à être exploitées sans problème. Donc ça dépend de ce qu'on fait. Bon, ben voilà, il y a peut-être un petit peu d'espoir pour l'Alpe du Grand Serre. Olivier, on croise les doigts. Voilà, on croise les doigts. De toute façon, c'est des paramètres qu'on peut maîtriser à l'échelle de l'humanité, mais nous, personnellement, c'est un peu compliqué d'intervenir. En tout cas, c'est intéressant. J'imagine qu'il y a beaucoup d'exposants ici et de stations qui s'intéressent à vos prédictions, Carlo. Moi, je n'ai pas de voix aujourd'hui parce que ça fait 2 jours qu'il y a un passage. Juste pas de petite histoire. Hier, je n'ai pas réussi à aller aux toilettes. Je suis arrivé à 8h, je suis parti à 19h30. Je n'ai pas réussi à passer aux toilettes parce que je n'ai pas arrêté. Donc, je dirais que c'est bon signe. Ça veut dire qu'il y a un vrai intérêt. J'espère que ce ne soit pas que la mode du moment, mais que c'est une réflexion plus à long terme sur là où on va. En tout cas, on a eu une inversion de tendance, on va dire, dans les dernières années, parce qu'encore il y a 5 ans, on aurait difficilement imaginé d'avoir un intérêt. Là, je vous disais, à partir de fin 2020 jusqu'à maintenant, donc ça fait même pas 1 an et demi, il y a 109 stations françaises qui ont eu l'étude, ce qui est beaucoup, ce qui est énorme. Et il y en a au moins autant qui sont dans les tuyaux pour pouvoir faire la chose dans les prochains mois, prochaines années. Donc c'est très encourageant de voir la prise de conscience. Et voilà, les aménageurs qui se positionnent sur ces enjeux climatiques. La montagne, elle évolue. Ceux qui la fréquentent doivent s'adapter à ces évolutions et notamment faire un peu plus attention à cet environnement fragile. Allez, on poursuit sur cette rubrique environnement avec Yann Lamaison de l'association Mountain Riders qui est présente ici au Mountain Planet. Il n'y a pas que des aménageurs, il y a aussi des associations environnementales qui participent à ce salon. Mountain Riders a fêté ses 20 ans l'an dernier, c'est ça Yann?
Exactement. On a été fondé en 2001 et on a eu 20 ans l'année dernière. On est toujours là aujourd'hui et on porte des actions qui sont similaires et d'autres qui sont aussi nouvelles, qui sont apparues au fil du temps. On connaît Mountain Wilderness, qui est une association assez militante, qui lutte notamment contre l'aménagement de la montagne. Comment se positionne Mountain Riders ? Nous, notre distinction, c'est qu'on est une association d'éducation. Remontez bien votre micro, qu'on vous entende bien. Là. On est une association d'éducation, c'est comme ça qu'on a été fondé. Donc aujourd'hui, notre rôle, il est complémentaire en fait. Il est d'éduquer, il est de sensibiliser au changement de comportement en montagne. Et aujourd'hui, on travaille autant avec des publics scolaires, on travaille avec des acteurs du territoire qui sont là aujourd'hui, avec des professionnels, on travaille avec le grand public. Et l'objectif, il est d'amener cette prise de conscience, d'amener par des outils éducatifs, par des outils pédagogiques, à se questionner sur sa pratique de la montagne, à ce qu'elle pourrait être demain et à ce dont on pourrait rêver comme montagne à horizon 2050 ou même à horizon de demain pour les futures générations. Une des marques de fabrique de l'association, c'est notamment la chasse aux déchets. Vous avez une campagne zéro déchet en montagne que vous menez depuis plusieurs années. C'est ce qui a fondé l'association, en fait, notre programme aujourd'hui qui s'appelle Montagne Zéro Déchet. C'est un programme national de réduction des déchets à la source en montagne. Et aujourd'hui, ça fait 20 ans qu'on organise ces campagnes de ramassage. Donc on vient nettoyer en quelque sorte certaines stations de montagne. Et aujourd'hui, ramasser, ça ne suffit plus. Pourquoi ? Parce que même s'il y a une prise de conscience, même s'il y a des évolutions dans les comportements des pratiquants de montagne, il reste des déchets qui sont présents. Et notre rôle, il est de les réduire à la source en accompagnant les acteurs du territoire, en accompagnant les professionnels et les socio-professionnels à réduire la production de déchets, à réduire les déchets à la source pour se dire que demain, on n'ait plus besoin de ramasser. Il y a des petits clips aussi, vous parliez de pédagogie, là on voit votre dernière production pour sensibiliser tout le monde qu'un petit déchet comme ça qui peut paraître anodin, cumulé par X pratiquants, ça peut avoir des conséquences importantes. Exactement, ça peut avoir des conséquences et en fait les conséquences elles sont beaucoup plus grandes que ce qu'on peut imaginer quand on part en montagne. Il y a beaucoup de cours d'eau en montagne qui vont se déverser, tout dépend où on se situe en France, dans la mer ou dans les océans. Et en fait aujourd'hui les déchets qu'on peut produire en montagne, ils ne restent pas forcément en montagne. Alors il y a déjà un impact sur les écosystèmes, mais il y a aussi un impact sur toute la chaîne qui va se retrouver après. Et c'est problématique pour toutes les questions de biodiversité, c'est problématique pour un tas de raisons. Et c'est pour ça qu'on essaye, au-delà de ramasser, c'est de réduire à la source. Carlo évoquait la prise de conscience des stations, des professionnels de la montagne sur ces questions environnementales. Vous le ressentez aussi, vous, au niveau de votre association ? On le ressent effectivement aussi. On voit qu'il y a une prise de conscience, on voit qu'il y a aussi de nouveaux enjeux. On a eu une crise sanitaire qui a accéléré certains changements de comportement. On a aussi une nouvelle clientèle de montagne, on a aussi des nouvelles pratiques de la montagne qui sont apparues après le Covid, ou en tout cas qui ont été renforcées, cette prise de hauteur, cette déconnexion, ce retour à des choses plus naturelles et plus simples. Et aujourd'hui, tous ces nouveaux pratiquants de montagne, on se doit, nous, de les accompagner pour leur dire vous pouvez continuer de pratiquer la montagne avec une manière plus responsable et de continuer de profiter sans polluer ou sans laisser de déchets. Vous évoquiez ces campagnes de ramassage qui sont un peu le cœur de l'association depuis sa création il y a 20 ans. On rentre dans la période mai-juin, c'est là où vous organisez de nombreuses sessions dans les stations des Alpes. Exactement, c'est cette période qui est la plus propice pour deux choses. La première, c'est qu'on doit attendre la fonte des neiges parce qu'il y a pas mal de déchets qui ont été laissés pendant la saison d'hiver qui sont enfouis sous la neige, qu'on ne pourrait pas ramasser avant la fonte des neiges. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a aussi toute la problématique des pâturages ou tout l'enjeu des pâturages qui fait que les ramassages ne sont pas forcément possibles une partie de l'été. Donc c'est pour ça qu'on a ce laps de temps entre le mois d'avril et le mois de mai où on favorise les opérations parce que c'est ce moment-là où c'est le plus adapté avant d'attaquer une deuxième vague d'opérations plutôt septembre à la fin de la saison d'été parce qu'on sait que les montagnes vivent aussi l'été aujourd'hui. Il y a toutes les dates sur le site de Mountain Riders, il y a des stations iséroises qui sont concernées dans le Vercors, à Lens-en-Vercors par exemple, par ces opérations de ramassage. Vous appelez toutes les bonnes volontés à venir vous aider. On appelle toutes les bonnes volontés, c'est aussi un moment qui est convivial, c'est un moment qu'on veut presque festif. En fait, il y a aussi une grosse partie du programme qui est liée à la caractérisation des déchets, c'est-à-dire comprendre l'identification des déchets, d'où ils viennent, quels sont leurs impacts. Et au-delà d'une action citoyenne, c'est aussi une opération pédagogique de comprendre un petit peu les grands enjeux qui vont nous attendre en montagne ces prochaines années. Vous avez décerné un flocon vert sur ce Mountain Planet, ça consiste en quoi ? On a aussi d'autres actions en dehors du programme de ramassage. Donc on porte une démarche labellisante qui s'appelle le Flocon Vert, qui vient accompagner les professionnels et les territoires de montagne dans leur transition touristique, qu'elle soit sociale, économique ou environnementale. C'est une démarche qu'on attribue et un label qu'on attribue pour une durée de 3 ans et qu'on vient ensuite réauditer et re-questionner pour voir si la destination s'est engagée dans une démarche d'amélioration continue.
Et aujourd'hui, effectivement, on a décerné notre 13e trophée Flocon Vert en station de montagne. C'était pour la destination de Combloux, qui a bien mérité ce label après avoir mis en place de nombreuses actions. Et aujourd'hui, elle venait récupérer aussi ce label qui vient valoriser cet engagement dans une démarche d'exemplarité. Avec Combloux, qui est une station de Haute-Savoie, qui avait été une des premières, ou la première à mettre en place, on le voit, un plan d'eau biologique, une piscine naturelle entièrement filtrée par la végétation et les nénuphars, où le public pouvait se baigner. Donc je ne sais pas si ça fait partie des arguments de cette station pour être labellisée chez vous, mais il y a beaucoup de stations aujourd'hui qui font attention, parce que c'est aussi un outil de communication, à avoir des actions vertueuses. Exactement. En fait, à l'origine, ce flocon vert, il n'avait pas vocation à être tout de suite un outil de communication. C'était vraiment un outil d'aide à la décision. En fait, c'est un référentiel qu'on propose aux destinations pour pouvoir mettre les acteurs autour de la table et pouvoir les faire travailler autour d'une vision commune sur ce que pourrait être la montagne et leur destination dans le futur, sur des thématiques qui peuvent être très visibles comme les transports ou l'urbanisme, mais qui peuvent être aussi liées à l'énergie, au développement de l'économie locale, au fait de transformer une montagne et de la faire redevenir comme lieu de vie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, Combloux a été récompensé. C'est pour des actions autour de la rénovation énergétique des bâtiments, autour de l'accueil de tout public, autour de la diversification et d'un passage à un fonctionnement 4 saisons qui permet d'imaginer la montagne comme un lieu de vie à l'année et pas uniquement l'hiver. Et bien voilà, Mountain Riders, dont le parrain est Xavier Thévenard. Je ne sais pas si c'est toujours le cas. C'est toujours le cas, on le salue aujourd'hui dans le Jura. Xavier qui a une démarche à son échelle, qui se mobilise énormément et qui peut nous apporter beaucoup de conseils sur sa pratique parce que les sportifs aussi ont leur rôle à jouer dans la transition. Bon, si je parle de Xavier Thévenard, c'est qu'on va parler de trail. Je ne sais pas s'il est venu courir en Matésine. Belle transition, Thibaut. Triple vainqueur de l'UTMB, l'Ultra Trail du Mont-Blanc. Et peut-être qu'un jour, il viendra découvrir aussi une épreuve atypique dont on va parler tout de suite. Ouais, il est quand même sur des formats plus longs. Eh bien, si vous ne connaissez pas la Sky Race des Matésins, Olivier Couder va nous la faire découvrir, nous la présenter. Le développement d'un événement sportif sur un territoire de montagne, ça fait aussi partie du rôle des collectivités, des élus qu'on évoquait tout à l'heure pour, au-delà de l'hiver, du ski alpin, de permettre à une région de continuer à être attractive. Oui, bien sûr. Les élus nous soutiennent. Je dirais à toutes les strates des collectivités nous soutiennent ce genre d'événement. Ils soutiennent d'une manière générale tous les événements et pas uniquement les événements d'ampleur, hein. Le rôle de l'élu local, c'est de soutenir jusqu'au plus petit événement parce qu'il y a toujours un lien social qui est généré. Après, là, on est sur quelque chose qui a un peu de retentissement au niveau international. Donc, bien entendu, on est d'autant plus soutenu. Mais voilà, globalement, les élus ne font pas trop de tri et ne regardent pas que l'ampleur d'événements pour le soutenir. On parlait de trail avec Xavier Thévenard, l'Ultra Trail du Mont-Blanc, ça c'est très connu du grand public. Le skyrunning, c'est pas forcément la discipline la plus connue, c'est la plus spectaculaire. J'aime bien pour la présenter, remettre des images du Néron à Grenoble avec Hilary Girardi, qui est une des meilleures skyrunners de la planète, une américaine qui vit dans la région. C'est la course en montagne extrême, à la limite de l'alpinisme presque. C'est ça. On a des passages techniques qui vont être très clairement entre le trail et l'escalade. L'escalade, je dirais, de faible niveau, mais c'est le grade 2 en escalade pour ceux qui connaissent. Donc on va poser les mains. On n'aura pas besoin de matériel, mais on pose les mains. Pour info, Hilary Girardi, donc qu'on voyait sur les images, sera présente au départ dans 10 jours. Ah bah voilà, il y aura du haut niveau, puisque vous l'avez dit, c'est une Coupe du Monde. Ce sera d'ailleurs l'ouverture de la Coupe du Monde de skyrunning, la première étape, le 8 mai, donc à côté de Lamur, sur les hauteurs du plateau matésin. Il y aura des coureurs russes et ukrainiens cette année, non, j'imagine pas? Non. On a la gagnante 2019, une russe, qui est inscrite. Et voilà, le conflit russo-ukrainien fait que, comme dans tous les sports, les athlètes russes sont interdits de compétition en Europe occidentale.
donc elle ne sera pas présente. Et on avait des athlètes ukrainiens aussi qui étaient inscrits et qui, eux, ne pourront pas venir pour d'autres raisons, parce que voilà, ça fait 2-3 mois qu'ils ne peuvent pas s'entraîner et qu'ils ont d'autres préoccupations, je dirais. Et on peut le comprendre. On a vu que le Néron au-dessus de Grenoble était adapté à ce type de pratique, au skyrunning. Est-ce qu'en Matésine, il y a des montagnes qui se prêtent bien à ça? J'imagine que oui, puisque vous y organisez cette Coupe du Monde depuis quelques années. Oui. Après, je dirais que globalement, les montagnes, hein, quand on arrive au-dessus de 1000 mètres, ça peut assez facilement se prêter. C'est surtout une question et une volonté d'organisation, en fait. C'est est-ce qu'on va sur quelque chose d'un peu escarpé et qui sort des standards et qui souvent engendre des difficultés d'organisation, hein, parce que c'est toujours un peu plus compliqué. On a les aléas de la météo qui peuvent faire que la course va être très compliquée à sécuriser, ce qui n'est pas le cas en moyenne montagne et encore moins en plaine. Donc c'est avant tout une volonté d'organisation, mais quand on a la compétence montagne dans l'équipe, globalement, je ne dirais pas que c'est facile pour eux, mais ils préféreront toujours équiper la montagne sous le soleil. Mais si c'est dans le brouillard et avec les corniches et les goulottes pleines de neige, ils y vont quand même. Donc c'est assez confortable d'organiser. On a vu là, les images du Tabor, qui est le sommet principal où se passe la course. Et puis, il y a vous le disiez, des passages techniques un peu clés. Chez vous, ça s'appelle les oreilles du loup, c'est ça l'endroit C'est ça. L'endroit où il faut mettre les mains. Voilà, l'endroit qui fait peur, l'endroit qui est attendu par les coureurs, mais qui est surtout très redouté quand ils y arrivent. Donc là, on voit des images de 2019, donc de 2021. 2021, la course, on n'a pas pu la faire au mois de mai, qui est notre date habituelle, à cause du Covid. On l'a reporté au mois d'octobre. Donc au mois d'octobre, il n'y avait pas de neige. Donc les passages très raides ont été descendus un peu en mode désescalade, ou en tout cas très largement assurés par des cordes. Là, cette année, donc on a pu, la course aura bien lieu au mois de mai. Donc cette goulotte là qu'on a vue, elle sera pleine de neige. Donc ceux qui auront un peu peur, ils ferment les yeux et descendent en mode toboggan et ça passe. Ça passe parce que vous sécurisez effectivement ces passages. Il y a eu d'autres éditions sous la neige. On voit là des images, je crois que c'était en 2019. Ça change quand même la donne de ce qu'on vient de voir, hein, d'avoir ces conditions hivernales. Ouais, c'est ça. Ça va changer un petit peu au niveau des équipements je dirais pour les coureurs du peloton. Les coureurs qui vont jouer la gagne, qui fassent froid ou qui fassent chaud, au mois d'octobre, ils sont en débardeur. Au mois de mai, ils sont en manche courte. Donc ça ne change pas grand-chose pour eux. Ça va plutôt être au niveau du peloton où ils vont avoir un peu plus d'équipement s'il y a des portions enneigées. Et puis après, si on est dans le brouillard, il n'y a pas la vue. Mais du coup, ils ne sont pas perturbés, ils vont plus vite. Voilà, ils s'arrêtent pas pour regarder le paysage. Ça, il faudra faire avec le jour de la course. Les conditions, c'est comme le réchauffement climatique, on ne peut pas le maîtriser à l'avance quand on est organisateur. C'est quoi le parcours? C'est plus d'une vingtaine de kilomètres, c'est ça, sur ces arêtes? 25 km. La course fait 25 km, à peu près 2000 mètres de dénivelé. Voilà, ils avalent ça en à peu près 2h30 les meilleurs. Bon, grâce à leur rapidité, on va pouvoir suivre en direct et en intégralité cette course sur l'antenne de Télé Grenoble, sur les réseaux sociaux aussi, notamment le Facebook d'Alpizère, d'Endurance Trail également. Retransmettre une course comme ça en extérieur sur des arêtes, on l'a vu, compliquées à pratiquer, c'est aussi un petit défi technique. C'est un très très gros challenge technique. Mais c'est vrai qu'on a une course qui s'y prête parce qu'on a une durée d'épreuve qui est assez courte, qui passe sur un programme télé. On a des belles images parce que, enfin s'il fait beau, hein, on a des belles images parce qu'on est en montagne, avec potentiellement une mer de nuages comme en 2020. On a un niveau sportif intéressant, donc ça va courir tout le long. Et on a une bonne densité de coureurs. Donc il y aura pas de gros écarts entre les premiers. Donc il va y avoir de l'enjeu sportif. Donc tout pour faire un beau programme sportif. Après, le réaliser, c'est un peu plus compliqué. Ça demande un peu des moyens techniques. En termes de caméra, il faut pas trop de caméras pour que ça soit gérable pour la réalisation.
mais il en faut suffisamment pour couvrir tout le parcours. Donc on va avoir des drones pour les parties, sur les parties hautes qui seront doublés avec des caméras au sol. Type, je vais pas citer la marque, mais tout le monde la connaît, hein. Caméra embarquée avec stabilisateur. Et donc qui seront soit sur soit des coureurs qui vont courir à côté, soit sur les parties vraiment basses de la course où les coureurs vont être sur de la piste carrossable. Là, on pourra être sur des motos électriques. Donc on aura un pilote sur la moto électrique et derrière on aura un cadreur. Et quand on va au moment de la transition piste carrossable, sentier de montagne, le cadreur qui est passager de la moto électrique descend de la moto et court à côté des coureurs. Là, sur ces images, c'est un cadreur à pied qui est capable d'aller aussi vite en descente et en montée sur certaines sections que la tête de course pour pouvoir ramener des images, les transmettre en direct. Ça avait été un très beau spectacle à l'automne dernier, puisque l'édition s'était courue au mois d'octobre, que la météo était au rendez-vous, qu'il y avait du suspense et puis que techniquement ça avait fonctionné. Donc on croise les doigts pour le dimanche 8 mai. Je crois que le départ est prévu à 8h30 et on prendra l'antenne un petit quart d'heure avant pour se mettre dans l'ambiance. C'est ça. Départ au fusil de chasse à 8h30 et prise d'antenne 10 minutes, un quart d'heure avant sur Télé Grenoble. Bon, fusil de chasse, c'est pour qu'ils aillent plus vite Non, c'est le côté local, c'est notre marque de fabrique, on va dire. Très bien, la Sky Race des Mathézins, donc un des temps forts de la saison de trail, Coupe du Monde, avec du très haut niveau et puis un dispositif technique qui va vous permettre, si vous ne connaissez pas ce genre de course, et puis si vous voulez découvrir aussi la montagne, la Mathézine, le plateau mathézin et puis ces montagnes aux alentours, s'il fait très beau, soyez au rendez-vous donc le dimanche 8 mai à 8h15 sur l'antenne de Télé Grenoble. Et puis les gens peuvent aussi venir sur place. Hein. Ils peuvent aller sur le parcours, encourager les coureurs. Ça se mérite, il faut marcher un petit peu. Ça se mérite un peu, ouais. Alors après, il y a des accès voitures au niveau du premier ravitaillement, mais après, c'est plus sympa d'aller dans la montagne. Ils en profitent pour faire une petite rando et ils encouragent les coureurs. Ça peut être sympa. Merci Olivier. On va terminer cette émission avec un petit coup de cœur innovation. Allez. Ouais, parce que sur le Mountain Planet, il y a beaucoup d'innovations technologiques, des nouveaux engins de glisse, des simulateurs numériques pour savoir si on pourra encore skier dans 10, 20 ou 30 ans. Mais j'ai à mes côtés Émilie Garcin qui, elle, est dans le quotidien, qui a lancé il y a quelques mois sa petite entreprise en station à Champs-Rousse, Émilie. Oui, tout à fait. Moi, j'habite à Champs-Rousse et je me suis lancée dans J'étais un peu fan à la base, en fait, des balises de piste. Une balise de piste, en fait, elle est au bord de la piste et il est là. Et donc, du coup, il y a le nom de la piste avec son numéro et le lieu où on se trouve. Donc, et la couleur aussi, la couleur importante. Tout à fait, de la piste. Donc, en gros, si on tombe, on se fait mal, on peut appeler les secours et on leur dit on est devant la balise. Et en fait, moi, je trouve ça vraiment super sympa parce que tous les skieurs, en fait, ont vraiment l'habitude de cette signalétique-là. Moi, je l'ai détournée, en fait. Et là, par exemple, c'est une maison, en fait, c'est le 341. Ah, c'est le numéro de la maison. C'est le numéro de la maison. Et donc, du coup, c'est à poser dehors. Et du coup, ça a un petit côté sympa. Comme ça, le postier, il peut pas trop rater le coche, là, avec un numéro de maison aussi voyant. Non, tout à fait. Donc, du coup, on s'approprie un petit peu l'esprit glisse, l'esprit ski, pardon. Et donc du coup c'est notre petit clin d'œil aussi. Ça c'est une petite fille qui s'appelle Elke, qui est née en 2007 et qui est charoussienne aussi. Voilà. Alors c'est une idée, on va dire, toute simple, mais il fallait la mettre en pratique, de passer comme ça d'une signalétique professionnelle à quelque chose qui est beaucoup plus ludique. Ça, je l'ai montré tout à l'heure, le logo du Mountain Planet qui nous accueille aujourd'hui. Alors c'est un logo assez, tu vois, je pensais les pistes c'est rond, là c'est un peu plus tourmenté le contour du logo de Mountain Planet. C'est une volonté ? Pardon ? C'est une volonté ou c'est la réalité ? Non, c'est le logo officiel, c'est le logo officiel du Mountain Planet et c'est ça qui est assez intéressant. Donc en fait, je rejoins le Flocon Vert en fait, puisqu'à Charros on est labellisé et les acteurs socio-économiques aussi. Donc moi je suis labellisée parce que j'utilise du bois, de la peinture à l'eau et aussi du bois de récupération. Donc du coup, là par exemple,
si vous voulez, pour la petite histoire. Oui, alors là, je peux vous garantir que c'est de la récup. Celui-là, il a vécu ce bois-là. Exactement. En fait, ça, c'est la terrasse de ma voisine. En fait, donc c'est du mélèze qui a un peu plus de 30 ans d'intempéries en station. Et l'avantage, c'est qu'en fait, on peut graver et ça fait tout de suite ressortir les veines du bois et puis du coup les inscriptions. Et on met un petit peu ce qu'on veut en fait. Il n'y a pas besoin de couleur à rajouter. La différence entre l'ancien et le nouveau qui dormait sous la croûte fait la différence. Vous en avez offert un à votre voisine quand même pour avoir utilisé comme ça sa terrasse. Ma voisine, elle est fan de la Croix de Champs-Rousse. En fait, elle monte en ski de rando et effectivement, elle a la sienne du coup sur sa terrasse. Alors ça se fait effectivement maison à la main, j'imagine. Vous avez votre petit atelier de découpe. Alors je fais avec mes petites mains, mais je suis assistée d'un ordinateur et d'une fraise mécanique. Oui, tout à fait. Ouais, notamment pour ce logo là, j'y reviens, du Mountain Planet, qui est un petit peu compliqué à découper. Ça, tout seul, ça serait impossible. Ce serait possible, mais des gens qui sont très doués pourraient le faire, mais moi non, je ne vais pas jusque-là. Mais c'est vrai que c'est sympa parce qu'on évolue maintenant et on essaye vraiment sur la signalétique, sur les décos, sur les stands, de partir sur des matières biosourcées. Voilà, et récupérer tant que possible. Ça s'adresse à qui? Vous êtes aujourd'hui au Mountain Planet, qui est un salon professionnel avec des aménagements lourds en montagne. C'est plutôt une cible grand public que vous voulez développer ou... Mais en fait, c'est un peu ouvert à tout le monde. C'est-à-dire que si vous avez envie pour votre maison d'avoir une petite balise, vous pouvez y penser. Vous pouvez faire un petit cadeau. Ce cadeau-là, il est pour un garçon, un jeune homme qui s'appelle Thomas, qui a couru les championnats de France de sport adaptés à Valsony. Et il a eu une médaille en or en 2022. Donc, c'est un souvenir pour lui et pour sa famille. Ça change un petit peu des coupes traditionnelles qu'on peut avoir au ski. Ça fait un petit souvenir sympa. Un petit trophée pour la Sky Race des Matézins en bois là, sous forme de panneaux de station de ski, ça pourrait être sympa. Alors Thibaut, on vous a devancé parce qu'on en a discuté il y a à peu près 1 heure de ça. Moi, je pensais avoir une bonne idée. On va sûrement travailler ensemble. Bon, j'ai toujours un train de retard, voilà. On me dit rien. Donc. Mais voilà, si vous voulez récupérer une des créations d'Émilie, il y a 2 façons. Soit de gagner la Sky Race des Matézins, mais bon, c'est pas le plus simple. Ou alors, comment on peut se procurer vos créations, Émilie? Moi, je m'appelle Graveur de souvenirs. Voilà, parce que l'idée, c'est vraiment de faire un cadeau très spécial, soit pour soi, soit pour quelqu'un d'autre. Donc voilà, c'est Graveur de souvenirs. Il y a un site internet qui s'appelle graveurdesouvenir.com. Voilà. Et puis après, on discute avec vous des détails, on va dire, de ce qui doit apparaître sur le panneau. Oui, de toute façon, je fais une version informatique, on fait un BAT, on avance ensemble parce que des fois, on ne sait pas trop si on met en haut, en bas, à gauche, à droite ce qu'on écrit. On va faire plusieurs versions pour que le résultat soit vraiment conforme à ce qu'on imaginait. Oui, parce qu'une fois qu'on a entamé la terrasse de la voisine, on va pas jeter l'échantillon, aller en rechercher un autre. Ça a de la valeur, même si c'est du bois de recyclage. Bravo, et puis merci d'être venu nous présenter vos créations sur ce plateau. Moi, j'aime bien aimé le casse-rousse, là. Ça me rappelle mes souvenirs d'enfant, cette piste noire qui faisait peur à descendre quand on allait à Champs-Rousse. C'est ce qu'on disait, c'est que si vous voulez la piste Le Duc de Thibaut Le Duc, avec un numéro fétiche, vous pouvez tout à fait imaginer votre propre piste de ski. Je vais y réfléchir. J'ai pas encore de numéro fétiche, mais je vais regarder dans les dossards qui ont pu me porter bonheur quand j'étais jeune et compétiteur, s'il y en a un qui ressort. Merci en tout cas, graveur de souvenirs ou graveuse de souvenirs, mais le site c'est graveur de souvenirs. Merci à l'association Mountain Riders et puis toutes les opérations de nettoyage, on l'a dit, sont sur le site, là, sur les mois de mai et de juin. Carlo, on se retrouve au 22e siècle pour savoir quelles seront les 5 stations où on pourra encore skier dans nos Alpes. Et puis le rendez-vous plus près de chez nous, c'est le 8 mai, 8h15 sur l'antenne de Télé Grenoble et sur le Facebook d'Alpizère notamment pour la Sky Race des Matézins. Première épreuve de la Coupe du Monde de skyrunning. Et Olivier Couder nous l'a dit, il y aura de la bagarre, du niveau et du beau spectacle à suivre pendant à peu près 2h30. Voilà, nous on s'arrête là. Merci au Mountain Planet de nous avoir accueillis. On se retrouve très vite pour d'autres aventures avec d'autres invités. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe SAMC, vous a présenté Si on parlait. Vous avez profité de Si on parlait avec Gilles Trinière Résidence.